Pendant 5 jours, la recherche du meurtrier de Brian Thompson est devenue une priorité pour les États-Unis. L'homme était le président directeur général de l'une des plus importantes compagnies d'assurance médicale du monde, ce qui non seulement lui conférait une grande réputation, mais l'avait également mis dans le collimateur en raison des dernières controverses survenues avec cette compagnie d'assurance accusée de plus de 900 000 fraudes. Après qu'il a été abattu par derrière le 4 décembre 2024, les eaux se sont divisées. Pour beaucoup, la situation dépassait le simple attentat. L'attaque a mis en évidence les irrégularités dans le secteur de la santé et a fait émerger des milliers de cas d'abus commis par les corporations qui dominent le marché. D'un moment à l'autre, le tireur en fuite était devenu une sorte de héros pour une grande partie de la population. Au milieu, ils ont trouvé d'étranges messages sur les balles et un détail inhabituel dans son sac à dos. Dans la vidéo que nous avons sortie hier sur cette affaire, nous nous sommes beaucoup concentrés sur la victime, qui elle était, pourquoi on lui a supposément tiré dessus, sur son entreprise, etc. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'agresseur, de celui qui était le bourreau, qui il est, comment ils l'ont attrapé, pourquoi il a fait tout cela, et d'autres questions. Mais ne nous précipitons pas. Comment la police a-t-elle réussi à le trouver? Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Comment ce cas est-il lié à un cas survenu il y a des décennies? Que sait-on d'autre sur les motivations derrière le meurtre de Thompson? Et peut-être, plus important encore, l'homme qu'ils ont attrapé est-il vraiment le meurtrier ou est-ce un écran de fumée? Pour tenter de répondre à ces questions et à d'autres, nous allons nous plonger dans la deuxième partie de l'affaire du meurtre du président directeur général de United Healthcare. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est une affaire qui se met à jour minute par minute. Minute par minute car cela se déroule en ce moment précis. Le scénario peut contenir des contradictions, des éléments considérés comme vrais, qui s'avèrent faux par la suite. Des corrections sont possibles, une troisième partie pourrait même être envisagée. De ce cas, racontant ce qui s'est passé après son arrestation, quelles peines sont supposément réservées pour lui, s'il y aura un procès, comment se passera la troisième partie. Sur ce cas, écrivez le mot manifeste. Ici. Troisième partie sur ce cas, écrivez le mot manifeste ici en dessous et toute donnée que vous avez est plus que bienvenue. Commençons. Tout s'est terminé chez McDonald's. À un moment du lundi 9 décembre 2024, les réseaux sociaux, en particulier X, ont commencé à viraliser une information qui a laissé beaucoup de gens sous le choc. Ils avaient mis la main sur le présumé meurtrier du président directeur général de United Healthcare. L'atteindre fut très difficile. Les enquêteurs avaient essayé de trouver des empreintes et de comparer l'acide désoxyribonucléique. Tout en vain. Ils avaient tenté de le suivre via des caméras de surveillance, mais il avait réussi à les esquiver. Au moins, la majorité. Cependant, il y avait bien un enregistrement à un moment clé où il baissait son masque tout en flirtant avec une employée de l'endroit où il séjournait. Il l'avait aussi surpris montant dans un taxi, sans plus. Qu'est-ce qui s'était passé après? C'était une incertitude totale. Le vélo sur lequel il s'était déplacé avait disparu et l'arme n'était pas apparue. L'idée qu'ils avançaient, mais à mesure que les heures s'accumulaient, de plus en plus de gens doutaient de ces affirmations. De plus, lorsque les motivations de l'agresseur ont été connues, beaucoup ont commencé à l'imaginer comme quelqu'un d'extrêmement prudent. Quelqu'un qui avait prémédité jusqu'au moindre détail de ses mouvements. C'est pourquoi il semblait étrange qu'il l'ait attrapé sur le parking d'un McDonald's. Selon les responsables de l'opération, il l'avait atteint après avoir déployé des drones, des unités canines et même des plongeurs. La situation était d'extrême urgence, c'est pourquoi il n'avait pas hésité à faire un relais porte-à-porte, se rendant dans des zones d'intérêt pour la recherche. Il savait que la figure du tireur gagnait en sympathie parmi les citoyens, et si cela se produisait, il se pourrait que beaucoup préfèrent lui offrir de l'aide plutôt que de soutenir les forces de l'ordre. On suppose que la somme de petites micro-pistes a servi à reconstruire le chemin que l'homme avait emprunté après avoir secoué tout le pays avec ses tirs. Cependant, le facteur décisif qui a permis leur arrestation a probablement été le fait qu'une grosse récompense a été offerte à toute personne du pays qui pourrait fournir des informations de valeur. C'est probablement la raison d'un appel reçu lundi au 911. Cet appel a été passé par un employé de McDonald's qui affirmait que l'individu dont le visage agrandi pouvait être vu partout depuis presque une semaine était dans l'établissement où il travaillait.
C'est ainsi qu'un groupe de patrouilleurs est arrivé au fast-food situé à Altoona, en Pennsylvanie. Sans perdre une seconde et sachant qu'ils pourraient déclencher une autre poursuite, ils ont essayé d'encercler le suspect, qui mangeait tranquillement tout en utilisant un ordinateur portable. Ils lui ont demandé de leur montrer les documents. Ils ont ensuite vérifié et confirmé immédiatement l'information. D'après ce qu'ils ont pu voir, ils savaient qu'ils étaient face à quelqu'un potentiellement dangereux. Une arme et un manifeste. La première chose qui a alerté les officiers a été de confirmer après quelques appels que les identifiants que l'autre leur avait donnés étaient faux. C'était déjà une raison suffisante pour qu'ils procédent à son enregistrement. Et alors, la surprise n'a fait qu'augmenter. Avec un passeport américain, le jeune homme avait quelques autres identifications. L'une d'elles était du New Jersey et correspondait à celle que le suspect avait utilisée pour s'inscrire dans un refuge. Avec cela en main, ils pouvaient déjà l'arrêter, mais ce n'était pas la seule chose que les officiers allaient trouver. Après l'avoir menotté, ils ont découvert dans son sac à dos une arme de fabrication artisanale, imprimée en 3D. Elle possédait un silencieux et était capable de tirer des balles de 9 mm, les mêmes qui avaient été utilisées dans l'attentat. Ce type de pistolet, appelé pistolet fantôme, sont de plus en plus souvent utilisés pour des actes de cette envergure. Chaque chose incriminait de plus en plus le garçon. Et le piège s'est complètement refermé sur lui lorsqu'un document de plusieurs pages a été trouvé en sa possession. Une sorte de manifeste dans lequel, selon ce qui a été révélé, serait exprimée une vision très critique des corporations américaines. Le tireur avait écrit la phrase suivante dans ce manifeste. « Je m'excuse, mais il fallait le faire. Ces parasites le méritaient. » Dans les lignes suivantes, le sujet pointé accuserait les assureurs d'escroquer, d'abuser et de tuer les citoyens de manière méthodique. Ce manifeste serait en accord avec les idées que l'attaquant est censé professer, des idées qui avaient été explicitées par les mots retarder, nier et défendre, trouvés sur les balles qu'il avait utilisées. Ces mots proviennent d'un livre dans lequel un professeur de droit dévoile la manière dont les grandes compagnies d'assurance du monde s'emploient à remplir leurs coffres en jouant avec la vie des gens. Ainsi, les citoyens qui souscrivent à leur service en pensant qu'ils recevraient une couverture en cas de problème de santé se retrouvent confrontés à des labyrinthes juridiques conçus stratégiquement pour ne jamais autoriser les traitements ou pour prolonger la situation jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et souvent, ce trop tard signifie la mort de la personne concernée. Selon ce critère, le livre en question accuse directement et indirectement les compagnies d'assurance des décès de ceux qui les engagent. Mais si c'est vrai, comment ces compagnies d'assurance parviennent-elles à rester en activité? Simple, ils ont tellement de flux de trésorerie qu'ils peuvent payer des amendes de plusieurs millions sans que cela n'affecte leur entreprise. De plus, ils achètent dans des médias pour que certaines choses n'atteignent pas le secteur public, et surtout, ils continuent à étendre leurs tentacules vers d'autres entreprises tout aussi perverses comme toutes celles liées à l'industrie pharmaceutique. Oui, la plainte dévoile pratiquement un réseau mafieux. Et on pense que le manifeste trouvé serait une claire adhésion à ces idées, ce qui pour beaucoup donnerait au meurtrier du président-directeur général de United Healthcare une teinte de justicier anonyme. Eh bien, l'anonymat est une façon de parler. Aujourd'hui, on sait qu'il aurait 26 ans. Sa dernière adresse connue était à Honolulu, Hawaï, et son nom serait Luigi Mangione. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Qui est Luigi Mangione? Luigi semble avoir un casier judiciaire vierge, un 5-5 impeccable et un dossier universitaire capable de le positionner comme une jeune promesse. Sa famille jouit d'une prospérité économique grâce au patriarche du clan, un Sicilien qui est arrivé aux États-Unis avec une certaine ambition et qui n'a pas arrêté jusqu'à ce que les Mangione possèdent actuellement un club de campagne dans le Maryland où ils développeraient une entreprise liée au golf. La famille possède également une maison de retraite, une station de radio WCBM qui diffuse des programmes conservateurs et plusieurs autres projets immobiliers. Il a également été révélé que le cousin de Luigi est Nino Mangione, un législateur républicain qui représente un district de Baltimore à la Chambre des délégués. Dans ce contexte plein de privilèges, le garçon avait réussi à entrer dans l'Ivy League, nom donné à un groupe de 8 universités de recherche dans le nord-est des États-Unis qui sont considérées comme les meilleures du monde.
Ces universités sont très sélectives, avec des taux d'acceptation de moins de 6% dans 7 des 8 institutions. Les étudiants qui réussissent à y entrer peuvent bénéficier de stages rémunérés et établir des contacts avec des professionnels de haut niveau. Bien sûr, pour cela, ils doivent avoir de très bonnes performances, un coefficient élevé et dans la plupart des cas, de grandes possibilités économiques. C'est là que Luigi a été formé, qui a une maîtrise et une licence en informatique. Il semblait particulièrement intéressé par l'apprentissage automatique des machines et de la robotique. Il était considéré comme un informaticien brillant et avait même développé une application pour faire voler des avions en papier à travers des obstacles. Étudiant exceptionnel, et il y avait de nombreuses médailles et trophées qui portaient son nom. La plupart de ces choses ont été révélées grâce aux utilisateurs de Dix, beaucoup d'entre eux motivés par le voyeurisme, mais aussi par l'approbation qu'ils ressentaient pour les actes de Luigi. Ce sont ces mêmes utilisateurs qui ont trouvé le profil du jeune homme sur Goodreads, une application pour archiver des livres, générer des critiques et partager la passion pour la littérature. Là, Luigi était un commentateur avide, avec près de 300 livres répertoriés sur son profil. En analysant son jeu favori, on a pu cerner certains aspects de sa personnalité. Luigi lisait beaucoup sur les troubles anxieux, il lisait aussi sur la science des psychédéliques, des biographies de personnages tels que le créateur de la bombe atomique aux maladies mentales. Il a également déclaré avoir lu ou voulu lire sur plusieurs maladies mentales. Il a également déclaré avoir lu ou voulu lire plusieurs livres sur comment gérer la douleur chronique du dos. Un compte Dix qui semble lui appartenir présente une photo de profil avec en arrière-plan ce qui semble être une image de radiographie d'une colonne vertébrale. Apparemment, Luigi s'était récemment fait opérer pour combattre des douleurs qui l'avaient accompagné toute sa vie, rendant son quotidien insupportable. Pour beaucoup, le problème de dos de Luigi a marqué un tournant décisif dans sa vie, sans qu'on en connaisse la raison exacte. D'après ses ex-collègues, peu avant son intervention, il ne parlait plus à personne. Lui qui était si sociable, avait soudainement choisi l'ostracisme. C'était dû aux peurs typiques d'une intervention chirurgicale. D'une manière ou d'une autre, après une douloureuse convalescence, Luigi n'a plus repris le contact habituel avec ses amis, ni même avec sa famille. Certains pensent qu'il y a là une clé importante. Et si ses problèmes avec le système de santé avaient débuté lors de son opération? Et si la gestion de l'une de ces procédures lui avait révélé l'obscurité et la cruauté du système? Avait-il pris certaines décisions à ce moment-là? Nous ne pouvons pas en être sûrs, mais nous savons que l'entourage de Luigi était un peu inquiet pour lui. En octobre 2024, quelqu'un l'avait étiqueté pour écrire « Personne n'a de tes nouvelles depuis des mois et il semble que ta famille te cherche. » Un autre collègue en a profité pour se défendre, écrivant qu'ils ignoraient depuis longtemps l'état de l'autre. Tout cela n'était pas le plus révélateur et mystérieux. Parmi les lectures de Luigi, on a trouvé une référence à un criminel infâme. Selon l'inconstance, Luigi avait lu le manifeste anti-technologie de 1995 écrit par le soi-disant Unabomber, Ted Kaczynski, un mathématicien surdoué connu pour avoir envoyé des bombes mortelles par courrier entre 1978 et 1995. Ces bombes visaient à attirer l'attention sur ses idées, toutes liées aux conséquences néfastes qu'a entraîné le développement technologique après la révolution industrielle. Après avoir lu ses pensées, Mangione avait qualifié l'Unabomber de révolutionnaire politique extrême et avait encouragé les autres à le lire en éliminant le préjugé de le considérer comme un fou ou un déséquilibré. Nous n'avons pas de vidéo sur l'Unabomber sur cette chaîne, mais si vous voulez que nous fassions un rapport sur lui, commentez Unabomber ici en dessous et en fonction du nombre de commentaires, nous déciderons de le faire ou non. Les lignes de Ted Kaczynski avaient-elles été un germe pour le développement du regard de Luigi? D'une manière ou d'une autre, cet homme qui est mort en prison en 2023 l'avait-il inspiré? Certains pensent qu'il n'y a aucun doute, tandis que certaines sources, non officielles, mentionnent que la mort des grands-parents de Luigi aurait pu être le facteur qui a mis les grandes compagnies d'assurance dans son viseur. Pour l'instant, tout n'est que spéculation, bien que la plupart des chercheurs suggèrent qu'il y a probablement eu une série de facteurs dans les intentions de l'agresseur, et pas seulement un. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui Luigi est détenu sans possibilité de caution et une série de charges pèsent sur sa tête. Les accusations contre Luigi Mansion.
Alors que depuis United Hell, ils ont remercié les forces de l'ordre pour avoir arrêté l'homme soupçonné d'avoir tiré et tué le président directeur général Brian Thompson dans le centre de Manhattan, beaucoup d'autres ont déjà fait circuler le slogan #FreeLuigi. Les autorités, pour leur part, ont condamné toute tentative de justifier le meurtre, et bien qu'elles disent au comprendre la frustration que certaines injustices liées au système de santé peuvent causer, elles soulignent que la violence n'est pas la solution. Des groupes plus radicaux mentionnent que c'est précisément ce que disent les tyrans qui veulent rester sur le trône en faisant leurs sombres affaires. Selon une plainte pénale publiée le lundi 9 décembre, Mangione est confronté à 2 accusations graves, celle de falsification et celle de possession d'armes, et à 3 délits mineurs. Pour l'instant, tout le monde soutient que le sujet a agi seul, et on espère pouvoir comparer ses empreintes ou son acide désoxyribonucléique avec celui trouvé dans le sac à dos que la police a découvert après le début de la fuite. Les théories de plusieurs internautes suggèrent qu'il y avait quelque chose qui semblait trop orchestré dans l'arrestation de Luigi. Ils parlent du fait qu'il semble trop coïncident qu'il l'ait trouvé avec l'arme et un manifeste. Ils pensent que tout pourrait être une mise en scène pour calmer une société qui augmentait sa température concernant certains débats. Qu'il portait sûrement l'arme et le manifeste avec lui parce qu'il attendait sûrement qu'on l'attrape. Tant que le garçon ne dira rien de plus, on n'en saura pas davantage. En attendant, l'affaire tient tout le monde en haleine et les opinions sur ce qui devrait arriver à Mangione sont diverses. Il faut mentionner que de nombreuses compagnies d'assurance et entreprises pharmaceutiques ont récemment fait marche arrière sur des décisions qui nuisaient aux utilisateurs, craignant peut-être que les représailles prises par Luigi ne se répètent. Ce jeune homme mérite-t-il d'être puni avec toute la rigueur de la loi? Quel rôle ces motivations peuvent-elles jouer dans un procès? La pression sociale pourrait-elle amener les juges à prendre en compte certains aspects controversés de toute cette affaire? Qu'en est-il des responsabilités commerciales, éthiques et morales de United Healthcare? Au moins, leurs cas d'abus seront-ils examinés? Et plus important encore, quelles autres choses seront révélées dans les prochaines heures? Comme je vous l'ai dit, cette affaire commence tout juste à circuler. Donc, si vous voulez que nous fassions une 3e partie, commentez ici en dessous et en fonction du nombre de personnes, nous déciderons de le faire ou non. Toute information que vous avez est plus que bienvenue. Vous pouvez me la passer ici ou sinon à mon Instagram qui est ManuMephisto. Vous pouvez me la passer par message privé. Je pense que c'est tout. Donc, sans rien de plus à dire, je vous invite à voir la première partie si vous ne l'avez pas encore vue et à parcourir toute ma chaîne. Nous nous verrons. Bye bye.